Bonjour à toutes et à tous. Merci Enki, merci Jean-Pierre d'être avec nous aujourd'hui pour cet échange. Je suis ravie de vous avoir avec moi, de vous accueillir pour cette discussion. Alors Enki, c'est notre sixième, je crois, rendez-vous avec un invité. Et aujourd'hui, c'est donc Jean-Pierre Dionnet qui est avec nous, qui est scénariste, qui est notamment un des fondateurs de la revue Métal Hurlant. On sera amené à en parler un peu plus tard dans la discussion. Et donc vous vous connaissez tous les deux depuis très longtemps. Je vais vous laisser nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, quand, et puis voilà, on évoluera ensuite au gré de votre conversation. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette rencontre? Oui, alors, ça ne va pas nous rajeunir tout à fait. Je pense qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, Ouais, c'est possible. voilà, et je pense que c'est au journal Pilote, ou alors avec la bande à Druyer, mais je crois d'abord à Pilote, parce qu'on arrive aux actualités en 71, 72 en même temps. Exact, ouais, ouais, c'est ça. Et on s'avère tous les deux pas très bons pour faire les actualités, parce que pas très intéressés par le côté chansonnier de la chose. On veut faire de la SF ou du fantastique, toi à l'époque, Lovecraftien. Euh, donc, on essaye de glisser nos petites histoires, que ce soit des vraies histoires ou des parodies, en science-fiction. Voilà. Ouais, ouais. Et c'était effectivement l'époque des actualités pilotes. Alors, il faut gérer et admirablement mené par René Goscinny. Il faut quand même Oui, parler de ça, oui. qui était le rédacteur en chef de cette partie-là, notamment de pilote, et il réunissait tout ce qu'il y avait de meilleur à ce moment-là dans la bande dessinée francophone, franco-belge. Hein. Et donc, il y avait, en plus, moi, on était débutants tous les deux, mais moi, j'étais extrêmement impressionné par tous ceux qui étaient là, par Gottlieb, par Bretéché, par Mandrika, par Reiser, par... Enfin, c'était incroyable. Et donc, moi, je me tenais dans mon coin, au fond de la salle, et effectivement, je me disais comment, avec mon univers, mon imaginaire que j'essayais moi de propulser vers le futur, comment je vais rentrer dans ce truc-là. Alors je venais là, en fait, clairement et nettement pour trouver du travail, parce que j'avais besoin de manger comme tout le monde. Bon, et ça, effectivement, ça nous ramène à cette période très touchante. Et finalement, il y avait une vraie belle solidarité cette Ah oui. équipe finalement qui s'est voilà, il y a eu quelque chose que je ne sais pas si ça existe encore et on va surtout pas faire de trucs du genre c'était mieux avant parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais il y avait à ce point de départ. Alors c'est vrai qu'on a dû se rencontrer là. Moi je me souviens pas. Je me souviens très peu Oui, de oui. choses de ce moment-là. Non, puis on avait un journal, donc quand l'histoire paraissait, on voyait qu'elle était moins bien qu'on croyait, soit à l'impression, soit parce que le texte était trop lourd ou pas assez lourd. Donc on faisait des progrès d'une fois sur l'autre. Mais moi, Et puis souvent, parce que le filtre, pardon, parce que le filtre de Goscinny, c'est ça qui était drôle, c'est que les sujets, lui, souvent, quand il les enrobait, il les lançait et puis il les distribuait ensuite. Il nous faisait marrer quand même. oui, On oui, était oui. mort de rire parce qu'il était très, très fort, très doué. Et quand ça passait à la moulinette d'un autre, bah, c'était moins drôle. Je suis d'accord. Voilà. Et moi, je me souviens, la première actualité que je fais, c'est Druyer qui m'a amené à Pilote. Et il n'aimait pas les actualités non plus, Druyer, on s'en doute. C'était pas son Oui, truc. bah non, il était ailleurs Donc, déjà, il était je loin. lui dis, euh, euh, au Bourget, il y a un truc sur l'aviation, le salon de l'année. Il dit, bah, vous faites le salon du Bourget. Et puis, il dit, qui veut dessiner des avions du salon du Bourget? Alors là, tout le monde. Et il dit, bah, Druyer, ça sera vous. Et Druyer a dû faire 2 pages sur les avions. Oui, mais Il a dû bouger. il a pris des libertés avec le design, on le connaît. Voilà. Mais c'était formidable. Moi, je parle toujours avec Shakir. Et Shakir, qui venait de longtemps avant nous, qui est en train de faire sa vie en 1000 pages, une idée de Fred au départ, qui était très ami avec lui. Shakir me dit, ce que je regrettais, c'est qu'on ne travaillait pas assez entre générations. Il n'avait pas tort, nous, on était, Mais bien sûr. Contini a parfois dit la bande des jeunes cons, quand Ouais, il ouais, ouais. parlait, hein. Et moi, j'ai des petits regrets. Martial avait fait quelque chose de magnifique à la Ubuc pour moi, et puis j'ai pas rebossé avec lui. Parce qu'après, au café, on allait entre nous. Oui, ouais, ouais, ouais. Et Ouais, puis ouais, non. après, Mais j'ai écoute, aussi c'est vraiment, non, ça discuté. c'est, mais c'est vraiment, Pauline, c'est vraiment les débuts. Là, on est dans les débuts. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle parce qu'on a Jean-Pierre Dionnet. Moi, t'es mon invité, Jean-Pierre.
Voilà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on évoque ce moment de création de Métal Hurlant. C'est quand même un truc incroyable. Et surtout, à ce moment-là, on se retrouve dans des positions, tous les deux, qui ne sont pas du tout celles que tu viens d'évoquer, où on était des auteurs qui venaient chercher un truc pour essayer de travailler. On se retrouve dans une situation où toi, tu es avec le financier, avec deux, trois comparses, bon, effectivement, Druillet, Möbius, etc., mais Farkas, etc., à créer quelque chose, c'est-à-dire une machine à produire de l'imaginaire, à éditer, qui est une dissidence, forte dissidence par rapport à Pilote, dont on vient de parler. Donc, il y a une espèce comment dire, on assume l'idée qu'on est adulte et que c'est un art qui doit devenir adulte. Et là, ce qui est étonnant, c'est que moi, je me retrouve en tant qu'artiste et auteur, comme beaucoup d'autres artistes et auteurs, on est des gens qui sont en demande, en attente, et on attend que vous fassiez le boulot, parce que nous, on ne peut pas le faire. Et c'est ça que moi, je retiens de cette période, c'est qu'on a vu se fabriquer une machine qui ensuite tu en parleras évidemment beaucoup mieux que moi, qui va conquérir le monde, les États-Unis, Hollywood, Métal Hurlant, c'est l'émancipation de l'art graphique, de l'imaginaire. Et c'est marrant, on se part entre les deux gamins de Pilote, réunion d'actualité, et ce moment où tout d'un coup, tu te retrouves, et pour moi, tu n'es pas scénariste à ce moment-là, tu es devenu un entrepreneur, un chef d'entreprise, enfin, je sais pas. Et ça, c'est un moment, je trouve, très important dans l'histoire de la bande dessinée, mais tout court. Oui. Tout court. Oui, alors, je vais aller très, très vite. En fait, je bosse à Pilote, mais j'en bouffe pas parce que j'arrive pas à fourguer beaucoup d'histoires. On va essayer de lancer un journal collectif chez Nathan où tu apparais avec une première mouture d'Exterminator 17. Heureusement que ça ne s'est pas fait, tu n'étais pas encore tout à fait prêt. Et qui a une direction collégiale. C'était quoi le titre de ce... Stark. Bien sûr, bien sûr. Direction collégiale, il y a Forrest, il y a Alessandrini, il y a moi. Je découvre qu'une direction collégiale, ça ne marche pas. Parce qu'il y a 3 directions. Après, je rejoins Mandrika. Et Mandrika, je vais l'aider un peu en amenant des types qui ne bossent pas à Pilote, comme Petillon ou Francis Mas, qui est à la rue et tout ça. Et puis, on va accoucher de Métal Hurlant ensemble avec Möbius et Druillet. Mandrika va trouver le titre. Et puis après, lui, il va avoir des problèmes financiers. Je ne sais pas que ça va se répéter pour moi. Et il trouve le titre, Mandrika. Je ne savais pas que c'était Mandrika. Voilà, c'est Mandrika qui l'a trouvé un jour. C'est drôle parce que Druillet me dit, est-ce que c'est moi ou toi? Je dis, c'est pas ni moi ni toi. J'en dis, alors c'est moi. Je dis, non, c'est Mandrika. Et puis je leur sors un logo de Mandrika. Et comme il y a écrit M, tout le monde avait pensé que c'était Möbius. Parce qu'il avait fait un truc. Ouais. Voilà. Et donc, en décembre 1974, on lance Métal Hurlant avec un distributeur indépendant qui partira avec la caisse exactement les mêmes histoires que Mandrika. Et dès le 4e numéro, comme les distributeurs indépendants, c'est souvent des gens qui ne vous payent pas, on doit rentrer au NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne, pour être distribué, on doit devenir mensuel. Et là, tout d'un coup, l'équipe de départ, Druillet qui a sa part, Möbius qui a sa part. Moi, ma part, c'est avec Gall ou Corben, que je connais bien à ce moment-là. Et puis après, d'autres vont s'ajouter. Alors, il y aura les guest stars. Les guest stars, ça va être des gens qui ont du boulot à ce moment-là à Pilote, mais qui ont envie de venir. Toi, tu feras un très beau truc au trait comme ça qui s'appelle Crux Universalis. Mézières, il fera 3 histoires. Tardy, il fera 3 histoires. Fmur, il fera 6 histoires. Il y en a d'autres comme ça qui viendront. Blanc-Dumont en fera. C'est Annie Gotzinger en fera. Alors ça, c'est nos guest stars, mais qui sont nos frères de sang, mais qui ont du boulot à Pilote. Ils n'ont pas de raison d'être là. Et là, autant Mandrika, il a du mal à trouver des gens, autant au moment où Métal arrive, ils arrivent de partout. C'est un moment incroyable. Alors, ils arrivent aussi, nous, on a été tous les deux des timides. On s'en est sortis après, on est des timides. Donc, on sait que les timides, ils sont pas très bons. Donc, il y a des types, donc il faudra que je leur force la main, comme Serge Clair, qui dit oui, mais ma maman dit que je dois passer le bac. Alors, je fais une lettre à sa maman. Il y a Chaland, qui dit je ne vais pas monter à Paris pour rien. Alors, il vient un dimanche, il ne me trouve pas au bureau, il repart. Et
il va revenir la semaine suivante. Je vais lui payer son billet. Et donc, on fait un journal en 75 et en 77, il est publié en Amérique. Ils en sont au numéro 320. Et on est le premier journal français avant lui, avant elle, à être publié en Amérique. Un journal qui existe toujours. Et dans Métal, je relisais les critiques de l'époque. On a été, mais alors éreinté, alors des problèmes avec la censure, oublions-les, ils sont passés avec la BD adulte. Mais éreinté, en gros, la bande dessinée la plus éreintée, parce qu'elle ne sert à rien, c'est Arzac. Pourquoi il n'y a pas de texte? Parce qu'il n'y a pas de texte, voilà, c'est ça. Voilà, ça ne sert à rien. Après, non, Ça en dit long sur le pouvoir de l'imaginaire. Je veux dire ah oui, ça en dit long sur le pouvoir de l'imaginaire. C'était peut-être déjà le début de la cancel culture. Quand il n'y a pas de mots, l'image ne suffit pas. C'était une forme de cancel culture. La bande dessinée, c'est comme ça. Il y avait aussi ceux qui disaient oui, mais à la fin de chaque page, il n'y a pas une chute qui donne envie d'aller à la page suivante. L'histoire, il faut la lire entièrement et tout, etc. Bah oui, il faut la lire entièrement. Et ma grande fierté à ce moment-là, c'est qu'en dehors de nous, je vais aller chercher certains maîtres que je révérais avant, comme Gilon ou Poivet, en me disant, c'est pas parce qu'ils sont plus âgés, maintenant je me serais reconnaissant si on faisait le même coup, c'est pas parce qu'ils sont plus âgés qu'il faut les mettre à la poubelle. Alors, et ça nous a donné un coup de jeune. Quel talent en plus ces deux artistes. Ah oui, c'était deux monstres. Ouais, on est en train de découvrir, les Anglais découvrent Gilon en ce moment, c'est très marrant. Ouais. Et ils ne connaissent pas du tout Poivet, mais Alex Stott ou d'autres voulaient tout Poivet. Qui même avait accouché de gens comme Mandrika et tout ça qui venaient le voir dans son studio. Alors, nous, on était des isolés. Mais c'est vrai qu'il y a eu des courants, comme le studio des Pyramides de Poivet, où il y avait un groupe. À Métal, il y aura 2-3 groupes. Il y aura 2-3 types qui se mettront ensemble, de la ligne claire ou d'autres. Mais essentiellement, ça c'est marrant, c'est très science-fiction. Comme ils ont des univers légèrement différents, ils travaillent dans leur coin. Ils n'essayent pas de se fédérer, parce que se fédérer, ça serait trouver une espèce d'univers imaginaire commun. Oui, c'est ça, on cultive son précaré, il y a une espèce de… Voilà. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est une forme d'enfermement qui est nécessaire au fonctionnement sain du cerveau qui crée. Moi, j'ai connu ça, hein, c'est une façon de se préserver pour préserver sa propre créativité. Voilà, c'est quelque chose de… Et tu parlais de cancel culture, on va la canceller, mais il y a un deuxième phénomène qui est apparu en même temps récemment, que je trouve totalement aberrant, c'est les gens qui disent ce truc-là qu'on a raconté en science-fiction il y a 20 ou 30 ans, comme Scoïten qui défait le masque et en dessous, ils vont être bouffés comme un virus, ça s'est révélé vrai. Donc, c'est bien. La fin du monde hard rock de Alain Voss ou de Macedo, c'est pas bien parce que c'est pas vrai. L'imaginaire, c'est pas l'anticipation ni Madame Soleil. Ça peut des fois se révéler exact, des fois pas du tout. Non, mais là, tu parles d'handicapés du cerveau, d'hémiplégie intellectuelle. Hein. Il y a beaucoup d'hémiplégiques intellectuels, tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, et en France, beaucoup, qui est une culture, l'une des plus belles en soi du verbe, de l'écriture, mais qui continue à produire des gens qui ont un vrai problème avec l'imaginaire, avec l'image. On a un problème imaginaire qui commence dans les grandes écoles, hein, où on a une culture générale à l'ENA, à Sciences Po et tout ça, puisque ça ne sert à rien, où on a mis un siècle à rouvrir les librairies, puisque ce n'est pas du tout essentiel. On a actuellement un mépris pour la culture, mais extraordinaire. Et quand on nous dit, vous avez qu'à regarder les tableaux sur Internet, je suis désolé, mais ce n'est pas parce qu'on a vu un tableau sur Internet qu'on a vu un tableau. Là, on vit chez les fous. On était, je crois, à un moment, jusqu'aux années 40, on est le plus grand pays du monde. Hein. On découvre le japonisme, l'art nègre, tout, etc. Après, dans les années 50-60, l'époque Boris Vian et tout, on est encore un pays qui invente énormément. Là, maintenant, on est un peu un pays à la traîne. Et je crois que c'est pour ça qu'on est parfois doublé par les Japonais, qui vont dans une expérience folle.
on est doublé parfois Mais, par les Américains. mais pourquoi on est un pays à la traîne, y compris culturellement? C'est parce qu'on a accepté le diktat anglo-saxon, tout simplement. Oui, On s'est oui, couché, on s'est couché et on a eu honte de notre propre histoire culturelle, y compris de notre imaginaire déjà, oui, on en a honte. La littérature ne suffit pas, hein, c'est un ensemble. Et la bande dessinée fait partie intégrante de la grande culture française. Or, moi je le constate, hein, de plus en plus, on a l'impression qu'aujourd'hui, de nouveau, la bande dessinée va repartir petit à petit dans des espèces d'oubliettes de limbe, parce que finalement, elle aura eu son heure de gloire, mais qu'on n'a pas du tout envie de continuer à lui donner cette espèce de crédibilité. Il suffit de voir la qualité des critiques de bande dessinée, c'est souvent très médiocre. Donc, c'est des gens qui ne savent pas du tout parler, ils ne savent pas parler de graphisme, ils ne savent pas. Et donc, ils suivent les buzz, ils suivent l'actualité, le marketing. Ils sont dans le marketing. Donc, il n'y a plus de vrais observateurs de l'art que produit la bande dessinée. Et donc, petit à petit, les artistes eux-mêmes vont s'en éloigner, surtout s'ils n'en vivent pas. On va retomber à nos débuts. oui, On va oui. retomber à nos débuts. Et les grands talents, ils vont aller où? Ils vont aller chez Walt Disney, dans des boîtes de post-prod de cinéma, de pub et de dessins animés, d'animation, et ils vont être grassement payés, mais ils ne vont pas être créateurs. Voilà. Ça, c'était pour la note optimiste du débat. Oui, la note optimiste, c'est qu'un dessinateur prodigieux que Giraud a voulu débaucher, qui dessinait encore mieux que Jeff Darrow dans un style post-Moebius, qui s'appelait Richard Bennett Yamas, qui est argentin. Il a fait 2-3 BD vachement bien. Jean lui a dit, il faut en faire plus. Il a dit, je peux pas. Je commence à bosser avec un mec qui se lance, qui s'appelle Fincher. Il a fait tous les storyboards de Fincher. À ce moment-là, il m'a appelé, il me dit, je ferais bien une BD. Et puis, je l'ai rappelé, il me dit non, parce que maintenant, je fais tout Nolan. Et alors, pardon, Fincher, moi j'aime beaucoup Fincher, j'aime beaucoup Nolan, c'est des metteurs en scène qui ont cette latitude, cette liberté, et les anglo-saxons leur donnent, eux, cette liberté, ce que nous, on n'a jamais en France. Hein. Je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais je sais qu'en France, on ne peut pas donner de la liberté à des artistes, des créateurs qui sont issus d'autres secteurs que le littéraire. Maintenant, on a même le théâtre, on a maintenant des auteurs de théâtre qui vont faire des films. Hein. Oui. C'est maintenant ça, la grande mode. Donc, je peux vous dire que l'imaginaire, pour l'après-Covid, c'est pas à l'ordre du jour. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, c'est un petit peu scandaleux de penser que des Fincher et des Nolan ont bâti quand même leur réussite sur aussi le talent des autres. Moi, je suis désolé, vraiment, je ne comprends pas. Un storyboard, c'est quelque chose qui est utile sur un plan technique, mais est-ce que quelque part, lorsque un talent comme celui dont tu parles s'exprime, est-ce qu'il ne donne pas des idées? Moi, je me souviens très très bien d'Emir Kusturica, que je connais, on est du même pays, de mêmes origines. Un jour, il m'avait demandé, on s'était rencontrés, il m'a dit, tiens, voici ce script, vas-y, lâche-toi là-dessus. Le script, c'était Underground. Underground, c'est un film. Il me dit, lâche-toi là-dessus. Alors, il me dit, mais tu comprends encore le serbo-croate. Il me dit, ouais, ça va. Je commence à lire, mais c'est effectivement très, très compliqué à lire. Puis à moi, je lui dis, mais je vais me lâcher. Ça veut dire quoi, me lâcher? Je vais faire des dessins, des idées. Et puis à Londres, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu attends de moi? Il dit, je ne sais pas. Si tu as des idées, vas-y, lâche-toi. J'ai arrêté. Je ne donne pas mes idées. Je donne pas mes idées à quelqu'un d'autre. Pardon. Ah oui, mais Pardon. le garçon dont je te parle, Richard Bennett Yamas, je vois le film Dunkerque. Oui. Je me dis, les scènes de foule au bord de l'eau sont incroyables. Ouais. Parce qu'on voit les gens se séparer, se regrouper, tout ça. Elles sont toutes dessinées plan par plan. Oui, mais alors est-ce que c'est pas Nolan qui dit je voudrais que tu dessines? Bon, Non, il lui donne la liberté. Il fait le coup de Kubrick sur Spartacus avec le combat de Solbass. C'est-à-dire que Kubrick a mis Solbass au générique. Oui. Pour la scène du combat et le générique. Et là, il fait exactement, plan par plan, ce qu'a dessiné Bennett. Et ça ne lui enlève pas son talent sur les autres scènes. Non. Mais est-ce qu'il ne l'a pas demandé? Il y a le fait historique aussi. On sait parfaitement comment était agent sur cette plage gigantesque, immense, sans fin. On sait comment étaient positionnés moi, je ne sais pas si on peut chercher, savoir qui appartient à qui, mais il y a quand même cette idée qu'on n'utilise pas un talent aussi plein simplement pour des tâches obscures. Voilà.
Du coup, peut-être pour rebondir là sur ce que vous venez de dire tous les deux, parce que en fait, merci, ça nous permet de vraiment rentrer dans le contexte de l'époque de la création de Métal Hurlant et ensuite de développer un peu autour. On a là une question d'un auditeur, d'un spectateur qui nous regarde sur Facebook, qui est Pierre Rosenthal, et qui nous demande est-ce qu'il y a des barrières entre les magazines? Vous parliez tout à l'heure de Métal Hurlant, de l'Écho des Savanes. Est-ce qu'à cette époque-là, Pilote aussi, où vous vous êtes rencontrés, est-ce que tout ça, ça se concurrence ou est-ce qu'au final, il y a une grande communauté d'auteurs qui vont d'un magazine à l'autre? Alors, les deux, mon général. Quand ces journaux arrivent l'un après l'autre, c'est vrai que Goscinny prendra très mal, par exemple, le départ de Gottlieb. OK. Il lui pardonnera jamais. OK. L'Écho, non, parce que à part lui, Mandrika, Bretéché, il continue à bosser à droite à gauche. Bretéché a toujours bossé où elle voulait. Et Mandrika, comme il dit, je suis toujours invendable où que j'aille, donc je change d'éditeur. Quand arrive Métal, on n'a pas trop de problèmes. Quand l'Écho des Savanes veut évoluer, qui va vouloir piquer des auteurs, va y avoir des problèmes. Il y a des gens qui vont aller au plus offrant. Quand un suivre va arriver, il ne va pas y avoir de problème, à part un auteur à qui j'en ai parlé, qui est Schouten, qui partira sans me le dire. Tous les autres me demanderont et je leur dirai, bah oui, tu peux faire une histoire de 200 pages, vas-y. Et en fait, c'est un moment magique, en réalité, parce que dans les kiosques, il y a ça. On représente entre Pilote, l'Écho, Assuit, des trucs qui ont disparu comme Tous Bourrins, on représente ça de longueur. Dès qu'un de ces journaux va mourir, je ne sais pas si c'est Tous Bourrins qui meurt le premier, après ça sera Métal, après ça sera Pilote, après il n'y aura plus que Fluide et à suivre. Eh bien, le phénomène bande dessinée va être considéré comme en baisse. Donc, ça a été un moment magique. Et on était en fait assez corrects les uns avec les autres. Par exemple, moi, il n'était pas question que je fasse bosser Baudouin qui voulait bosser avec moi parce qu'il était chez Robial, à Futuropolis. Quand il voulait demander un bouquin à quelqu'un de chez moi, il m'appelait en disant « Je vais faire un bouquin avec Moebius. Je veux ta bénédiction. » Je lui donnais. Donc, en fait, c'était un tout petit monde. Mais on s'entendait plutôt très bien dans le sens qu'on ne faisait pas du tout les mêmes journaux. Absolument. Et moi, j'apporterai ma note, une note de l'intérieur de l'auteur que j'étais, moi, à ce moment-là, et qui était pris quand même sur Pilote, notamment avec des prépublications d'histoires faites avec Pierre Christin. Donc, des histoires comme Le vaisseau de pierre, comme sans doute la ville qui n'existait pas. Ensuite, il y a eu Les phalanges de l'ordre noir. Donc ça, c'est des périodes où moi, j'avais un peu le cul entre deux chaises, où j'étais évidemment pris par ces récits qui me passionnaient. Travailler avec Christin était vraiment un moment très, très, très passionnant. Mais et en même temps, j'avais très envie, ça me démangeait quand je voyais le métal, j'avais envie d'y être. Donc j'ai regretté de ne pas pouvoir y être davantage. Mais je me suis senti libre, ça rejoint ce que tu dis. Il y avait une forme de liberté, de bienveillance, comment dire, de solidarité. Moi, je pense qu'il y avait comme une solidarité entre créateurs. Voilà. On savait, on était conscient de faire quelque chose d'assez important, de même très important. Le rock viendra à s'ajouter après. Enfin, il y a cette espèce d'élan comme ça qui fera que la bande dessinée est pas seulement imaginaire, parce que tu as évoqué à suivre, qui va revenir sur un filon beaucoup plus littéraire, beaucoup plus écrit, l'écho des savanes, fluide glacial, ça c'est l'humour décomplexé et l'imaginaire décomplexé de métal. Donc tout ça, c'est effectivement une très très grande période. Et tu as absolument raison. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est la belle qualité humaine qui nous a enveloppés, qui nous a accompagnés tous à ce moment-là. Oui, ça s'est perdu. C'est une qualité humaine qui s'est perdue ensuite avec d'autres, avec la mutation de la bande dessinée, où il y a d'autres choses, avec, bon, je ne veux pas citer des noms d'éditions, etc., mais ça s'est un peu perdu après. La belle qualité humaine a disparu au profit de conflits, d'envie et de choses beaucoup plus mesquines qui sont inhérentes à l'être humain, quoi. Oui, j'allais dire que quand il y a des samedis soirs chez Druillet, les samedis soirs chez Druillet, ça vient de Goscinny aussi. On va voir Serge de Beketch qui fait l'Heroic Fantasy
qui est au journal Minute. Mais on ne sait pas trop à ce moment-là. Moi, je l'ai su assez tard qu'il était. C'est pas trop, mais bon, de toute façon, ça ne me gênait pas, je me suis dit. Ce qui me fait, ça me plaît. OK. Avec l'euro, qui est aussi du même bord. Moi, je vois de Beketch parler avec Rezer, qui est un utopiste. Et Rezer, c'est très bien qu'il est de Beketch, mais ils vont sur leur terrain commun. Ouais. C'est comme les vieux Américains qui ont 60 ans qui disent avant, mon voisin était républicain, j'étais démocrate, on se parlait, mais nos enfants ne se parlent pas. Alors, ils disaient, on parlait surtout de chevaux, de vaches, mais on se saluait. Maintenant, on ne se dit plus bonjour. Et donc, il y avait une humanité, ça vient de Goscinny. Goscinny, il a quand même récupéré, au nom de la qualité des œuvres, des gens à qui il ne demandait pas d'être d'accord avec lui, lui-même étant très libre d'esprit et ne donnant pas ses opinions politiques ou autres. Hein. Surtout quand on sait d'où il vient, de ses origines. Donc c'est voilà. Et puis, il avait connu ça grâce à Kurtzman, qui lui avait dit John Séverine, il fait bien des histoires militaires et aussi du maths parce qu'il adore l'armée. Will Elder, il fait très bien des trucs d'armée parce qu'il déteste l'armée. Et Jack Davis, suivant une histoire à l'autre, il change d'avis. Donc, on a vécu une époque totalement magique. Alors, on a eu un pot incroyable parce que 3 ans avant, peut-être 5 ans après, ça n'aurait pas marché. Je crois qu'on est tombé à un moment magique. Parce que autant de gens qui arrivent à pilote, puis après autant de gens qui arrivent à métal, c'est comme si on avait jeté une bouteille à la mer, et puis des Brésiliens vont la récupérer. Et je vais te faire plaisir maintenant, parce que je ne sais pas si je te l'ai jamais dit. Un jour, je suis avec Katsuhiro Otomo, au Café de Flore, qui sort le bouquin Domu. Et c'est les Humanos qui le sortent. Et le patron des Humanos, qui était déjà Giger, dit c'est une personnalité de la télé. Alors l'autre, il relève même pas la tête. Et je lui dis non, mais avec Bilal, on a fait Exterminateur 17. Il redresse la tête, il dit c'est de là que je viens. Je croyais que vous veniez de Moebius. Il dit non, parce que Moebius, c'est un style tout le temps évolutif. Tandis qu'Exterminateur, c'était un style fermé. Et moi, pour faire mes 3000 pages, il fallait un style fermé définitif. Il dit, puis j'ai aussi un peu piqué sur le côté des créatures qui vont évoluer à partir de souterrains. Il dit, regardez, page 48, il y a un 17 sur la tombe de Tetsuo. Alors je lui dis, vous allez nous faire une préface, monsieur Otomo. Il dit, pas de problème. Il vend les droits à DiCaprio, il vient les lâcher, et évidemment, les Américains disent, vous êtes fous. Vous n'allez pas dire que vous venez d'une petite bande dessinée française de 50 pages. On ne veut pas d'ennui. Donc, il ne fera pas la préface. Maintenant, il pourrait la faire. Mais c'est marrant parce que ce truc qu'on a fait une fois, qui a 52 pages, je crois, ça va permettre à Otomo de faire 3000 pages. Et ça, mais tu vois, tu dis, ouais. Ça, mais parce que chaque fois que tu fais une bande dessinée, tu fermes un style et tu passes à un autre ensuite. Mais dans l'album, tu n'évolues pas comme Jean qui parfois pouvait défaire un album en route, il ne pouvait pas s'en empêcher. Oui, non, absolument. Mais en même temps, je veux dire, moi, ça évolue en permanence. Tu ne peux pas avoir un style fermé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Jean Moebius, parce qu'il était dans l'expérimental, lui. Hein, voilà. Il était dans l'expérimental, quasiment dans l'écriture automatique, dans le dessin automatique. Là, moi, j'étais confronté à un récit qu'il fallait que je suive, etc. Mais à un moment donné, mais même avec Christin, ça s'est révélé. À un moment donné, on a arrêté aussi à cause de ça, parce qu'on est allé au bout, parce qu'il y a quand même quelque chose de fermé. Si tu vas partir du moment où tu as réussi à transgresser face à l'autre au maximum, en allant chercher ta propre liberté, tout en respectant le récit, il y a un moment donné où là, il y a une limite. Tu ne peux plus continuer après. C'est-à-dire, on est allé au bout. Pierre et moi, on est allé au bout à travers Partie de chasse et une vision d'un futur proche, communisme avec des flashbacks, des fantasmes, etc. Nous, pareil, c'était avec Exterminateur 17, c'est qu'à un moment donné, moi, j'étais en plus tiraillé. C'est une période compliquée où j'étais tiraillé par d'autres histoires, où toi, tu étais tiraillé par des problèmes de gestion de la boîte. Hein? Rappelle-toi, le scénario n'arrivait pas. Je livrais au compte-gouttes. Ah, voilà. Et donc, tout ça, ça finit par
casser un peu la mécanique, d'une certaine façon. Et donc, garder un style, ça a été compliqué. Mais c'est pour ça que moi, j'étais soulagé aussi que d'autres le reprennent. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en même temps, c'est un flambeau. C'est un témoin. C'est une série qui peut se transmettre, puisque la preuve, elle a continué. Voilà. Mais c'est très délicat. C'est un équilibre délicat de travailler à deux. C'est extrêmement difficile. Tu le sais, tu l'as fait avec plusieurs dessinateurs aussi. Moi, je l'ai fait. Voilà. Moi, ça a marché avec Christin. Au début, c'était compliqué. À un moment donné, c'était parfait. Et on s'est arrêté au moment avant de faire la faute. Voilà. Et c'est parti. Enki, tu parles là de l'héritage et de la façon dont tout ça, ça se diffuse et c'est ensuite, ça inspire. Je crois que Exterminator 17, c'est l'album qui te fait connaître par Michael Mann et ensuite vous venez à travailler ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça, ça se passe et je sais pas si non, mais je sais pas si c'est cet album-là. Il m'a parlé de ça. Il m'a parlé de la force immortelle, il m'a parlé de choses comme ça. Enfin bon, c'est un univers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Métal Hurlant se retrouvait, Jean-Pierre le sait encore mieux que moi, parce que c'est presque lui qui à un moment donné a brandi Métal Hurlant en disant on est à Hollywood partout, nos numéros s'arrachent, les studios s'arrachent nos numéros de Métal Hurlant. Ça, c'est une réalité. Donc on était connus sans le savoir par ce milieu du cinéma. Donc moi, effectivement, Michael Mann, j'étais très surpris, me contacte un jour me disant voilà, j'ai besoin il y a une créature, je n'arrive pas à l'obtenir par le talent des gens que j'ai autour de moi qui sont très très bien, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, donc est-ce que vous acceptez de venir? Alors moi j'ai accepté, c'était une pige. Le lendemain, quasiment le lendemain matin, j'étais dans un avion, le lendemain soir j'étais dans un avion pour aller au fin fond du Pays de Galles, un avion privé. Pays de Galles, dans une mine désaffectée, je découvre un décor absolument terrifiant, puisque c'est un film assez dur, qui s'appelle La Forteresse Noire et qui va être une espèce de métaphore sur le mythe de Dracula transposé dans la période nazie, au moment où les nazis sont en train d'occuper l'Est de l'Europe et notamment une partie de la Transylvanie, la Roumanie, etc. Donc voilà. Et c'est là-dessus que je le rencontre. Donc il me demande de créer cette créature, ce que je fais. Voilà, je dessine et le film sera un film un peu malheureusement massacré par les producteurs qui voulaient déjà en faire une espèce de blockbuster, que Michael Mann est trop fin pour ça, et donc lui, il voyait autre chose. Donc on lui a fait couper des tas de scènes. En plus, il y a eu des drames, le chef opérateur est mort pendant le tournage. Enfin bon, c'est une histoire assez dramatique. Toujours est-il que voilà, ça illustre parfaitement le rayonnement dont on parlait avec Jean-Pierre, de cette équipe. C'est ça qui est très fort de cette période-là, c'est que le dessin, c'est ça, moi je parle du dessin parce que je crois, Jean-Pierre disait tout à l'heure que la culture était en danger, et elle l'est. Je pense qu'elle est réellement en danger, ou elle est en mutation. En tout cas, c'est la culture que nous, on a connue, pour laquelle on s'est battu, est en danger parce qu'elle va être remplacée. Alors, ça va être le grand remplacement, il va être culturel aussi. Elle va être remplacée par autre chose. J'attends quoi? Je ne sais pas. Ça va venir des technologies, nouvelles technologies, forcément. Des nouvelles idées vont venir. Je ne m'inquiète pas sur le talent des artistes qui vont apparaître, mais il y a quelque chose dans cette période-là qui a focalisé sur l'art du dessin. Et l'art du dessin, et quand on savait à l'autre bout du monde que quelque part en France, à Paris, évidemment, en plus il y avait cette image de Paris, il y avait ça, il y avait un endroit où se créait, c'est un laboratoire d'imaginaire fou avec des talents incroyables. Donc c'est comme ça que tout le monde venait vers Métal Hurlant, venait vers la France, et et ensuite ça irradie forcément, ça part sur Hollywood, ça part partout ailleurs. Ça, c'est une période qui a existé qu'une fois, il n'y a pas eu. La bande dessinée ensuite a continué à se développer plus tranquillement, mais c'est une période, je n'aime pas le terme âge d'or, mais qui est un phénomène absolument hors norme. Et aujourd'hui, moi je le regrette, j'ai l'impression que le graphisme, parce que la surmultiplication, démultiplication d'images, un iPhone, machin, tout le monde fait des images maintenant. Il y a des logiciels. On appuie sur une touche et tout d'un coup, il y a le dessin qui se fait à partir de votre photo. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se perdre, littéralement, qui est la passion et l'art du dessin. Complètement. Donc, et donc, moi, je conseille à tout le monde d'aller à la grotte de Lascaux, se ressourcer pour essayer de comprendre que l'émotion, elle vient quand même de la main de celui qui tient le crayon.
ou qui tient le fusain, ou qui tient le bout de charbon, que ce soit dans une grotte accidentée où il faut essayer de, ou face à un papier. Mais arrêtons de penser que le dessin, ça, c'est des logiciels. Et c'est terrible. Je suis très triste de voir que cet art, finalement, mourir petit à petit, parce que simplement, c'est un art qui prend du temps. Or, Oui, les gens ne veulent pas travailler. C'est pas qu'ils sont pas paresseux, mais ils veulent des résultats immédiats oui. dans tout. Donc, le logiciel, parfait, j'appuie dessus. Moi, j'ai vu des trucs, j'appuie sur une touche, ça l'effet gouache qui apparaît, l'effet acrylique, l'effet. Mais bref. Alors, Mais bravo aux geeks, mais ils ont tué. Et c'est de là que l'imaginaire va aussi sortir affaibli. alors, j'allais te répondre deux choses. C'est que mon distributeur pour l'Australie, tu parles d'un distributeur, il en achète 50. Je découvrirai plus tard, et c'est bien le dessin qu'il voit, parce qu'il ne parle pas français. Hum, Il y en a 30 achetés par l'équipe de George Miller et qu'il y en a 5 achetés par celle d'Alex Proyas. Et c'est comme ça qu'il découvre Métal, donc par le dessin. Les et oui, 5 autres, les 5 autres, ils sont acheminés sur Hong Kong et c'est Tsueark qui les récupère et deux ou trois metteurs en scène de Hong Kong. Et sur le dessin, à un moment avec François Bouc, que je vois en octobre, on voulait fonder un prix. On voulait demander à Julien Doré si on pouvait dire le nom de son grand-père, faire le prix Gustave Doré, parce qu'on disait, même dans les instances officielles, j'allais dire Angoulême et autres, maintenant le dessin réaliste, souvent, est considéré comme académique. Et c'est pas du mépris, mais un peu quand même, des gens qui mettent leur année à progresser, à améliorer des choses, à rajouter une côte comme Ingres, à aller voir un tableau du XVIe siècle pour continuer ce qu'on appelle une vision autre du réel, mais pour laquelle il faut savoir dessiner les réels pour s'en éloigner ensuite. C'est un long travail, ça prend beaucoup de temps. Moi, je reçois sans arrêt des dossiers de type qui font ce que tu m'as dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc assez joli où je vois l'ordinateur. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Et quand je leur dis, mais pourquoi tu fais pas des croquis dans ta région de machin et tout, il y en a un qui l'a fait. Il m'envoie des trucs pas mal. Il fait des progrès constants. Les autres, ils disent, mais j'en ai pour 2 ou 3 ans. Mais t'en as pour toute ta vie, mon gars. Non, non, mais effectivement, on n'imagine pas le travail que tous les noms qu'on a cités, hein, de grands artistes, auteurs, dessinateurs, le nombre d'heures, de jours de travail que ça a représenté. C'est ça, c'est un drôle de truc, hein, le dessin, c'est quelque chose de. C'est comme un sport, hein, ça s'entretient quelque part, mais en même temps, il faut que ce soit mu par quelque chose. Il faut que ce soit mu par une narration, quelque chose à dire, à raconter. Je ne suis pas du tout un dessinateur compulsif. Moi, je ne suis pas comme Fmur ou comme Solé ou comme d'autres dessinateurs. Tu sais, tu les voyais dans un café, etc. Ils avaient des carnets comme ça, ils n'arrêtaient pas. Bon. Moi, je n'ai jamais dessiné en dehors de quelque chose que j'avais à raconter. Donc, tu vois, il y a des tas de niveaux. Oui, oui, oui. Mais c'est un travail énorme, énorme. Et c'est de la Énorme. durée. Et donc, moi j'en veux énormément parce qu'il y a quand même un vrai problème de ceux qui écrivent sur l'art du dessin et de la bande dessinée, tout ça. Il y a un vrai problème. Autant il peut y avoir de la malhonnêteté intellectuelle, et ça fait partie du jeu dans l'art contemporain où des gens peuvent être montés pour de n'importe quoi, autant dans la bande dessinée, il y a une espèce de paresse. Et effectivement, on favorise des tendances qui sont médiocres graphiquement, d'une très très grande médiocrité, pour des raisons purement idéologiques. Voilà. Et je Oui, pense que quelque part, le dessin, alors moi je ne suis pas dans le dessin académique, mais Book non plus. Book, oui, c'est bien un sûr. type qui prend le réel, alors c'est réaliste, mais en même temps, il en fait quelque chose qui est totalement personnel et qui donne un sens à ce qu'il raconte. Moi, je fais à ma manière différemment, et donc on n'est pas dans l'académisme. Mais il y a une espèce d'idéologie cancel culturesque, on y revient. Avec un Voilà, K, cancel et un K. voilà. Et et je pense que nos pseudo-élites, ce ne sont pas des élites du tout, qui écrivent sur l'art du dessin, sont responsables. Oui, oui, ils écrivent sur des tracts
sur ce que Oui. le type leur dit, ce que représente Oui. son œuvre. Ils écrivent ce qu'on leur dit de dire par rapport à tout un marché, par rapport à tout un système de pensée unique. On est d'accord là aussi. Alors, C'est il y a un truc intéressant bien, il y a un truc bien, c'est qu'on est un peu comme à Cannes. Pourquoi Friedkin n'est jamais allé à Cannes? Il m'avait dit ça l'autre fois. Il me dit, je ne sais pas à l'auto. Je vais pas, je suis pas en compétition avec les autres. Je fais mes films, je vais à Venise où il n'y a pas de compétition. Il dit, par exemple, personne ne se souvient de l'année où il y a eu Chantons sous la pluie, qu'il n'y a rien eu, et ça a été Johnny et Belinda qu'on a oublié, qui a eu l'Oscar. Alors les Oscars, ils sont toujours trompés. Tout comme en France, d'ailleurs, on dit, oui, il y a eu Méliès, c'est du fantastique, mais c'est une exception. Après, il y a eu L'Herbier, c'était une exception. Après, il y a eu Cocteau, mais c'est une exception. Après, il y a eu Franju, mais c'est une exception. Après, il y a eu Bilal, c'est une exception. Maintenant, il y a Mandico, mais c'est une exception. Ces exceptions n'ont jamais été nommées au César. Mais non, mais bien sûr que non. Moi, j'ai même jamais été invité au César, alors que j'ai fait 3 films. Voilà. Non, mais c'est. Alors que j'ai été nommé pour d'autres parties. Non, non, mais on revient à l'idée de l'image et de l'imaginaire. Et puis la nouvelle vague est arrivée. Oui, La nouvelle vague, elle a quand même tué tous ceux que tu as cités, Franju, tous ceux qui étaient précédés, etc. Il les a tués littéralement. Et elle est venue de quoi? D'un système d'un petit monde fermé, de journalistes, de critiques, de l'entre-soi, voilà. Et alors, qui a produit, attention, la nouvelle vague a produit des chefs-d'œuvre. Hein. Moi, je suis le oui, oui, oui. premier film de Truffaut, Godard, moi, Mépris, tout ça, il y a il y a des chefs-d'œuvre magnifiques. Mais la machine a duré trop longtemps, elle s'est étirée et surtout, elle a totalement déclassé définitivement l'imaginaire du cinéma français. Et en plus, c'est l'effet pervers de ça, c'est ça que j'adore aussi dans le monde du cinéma, que je connais quand même maintenant parce que j'ai pratiqué. C'est quand même de penser que dès qu'un jeune talent arrive d'Asie du Sud-Est ou d'Asie, du Japon ou des États-Unis, il est étonnant de voir à quel point, dans les interviews, tous ces jeunes disent ah, Rivette, Piala, Truffaut, Godard. Ils ne jurent que par ça, ils ne jurent que par ça, ce que je ne crois absolument pas, mais pour faire Oh, de l'entrisme, pour entrer dans le système français, ils sont pas cons les mecs, ils sont malins, ils savent très bien qu'il faut flatter l'ego de ceux qui tiennent la, je vais te raconter la deux. pensée, la pensée, la pensée de. Et ça, je le sais, j'en ai parlé avec un Coréen, donc je sais parfaitement, mais j'ai jamais vu un de ces films-là, mais je les cite parce que ça fait bien, et après, du coup, je suis invité. Voilà. Alors, les Coréens, quand je les ai tous vus il y a ça une quinzaine, une vingtaine d'années, il y avait un Français qu'ils aimaient beaucoup, surtout sa période que la bête meurt, c'était Chabrol. Oui. Il revendiquait. Et un jour, quand pour la première fois John Woo vient en France, parce que là-bas, ils connaissaient très bien à Hong Kong Robert Enrico, qu'ils adoraient, Oui, oui. Lelouch, qu'ils adoraient, et ça, c'est Hong Kong. Et tout le monde lui dit, vous faites du Melville. Et il m'a demandé de lui trouver des films très, très vite, parce qu'il n'en avait vu qu'un, et ce n'était pas le meilleur. Et après, il a dit, bah oui, je suis un enfant de Melville. Euh, Au Japon, ils savent qu'ils doivent tous être enfants de Godard. Ouais. Bah, ils sont enfants de Godard. Ouais. Et en fait, le seul metteur en scène qu'ils aimaient dans ces 3 pays pour ces mouvements de caméra comme ça, c'est Claude Lelouch. Mais on leur a dit que c'était pas bien, ils n'en parlent plus jamais. Qui était conspué ici, ouais. Voilà. Alors Lelouch, je lui avais dit, il dit, oui, je le sais, mais la presse ne le dit pas. J'ai dit, mais oui, bien sûr, on vous déteste parce que vous pouvez tourner 4 jours de tournage tout à coup en une demi-journée, comme me racontait la Deneuve, parce que vous faites, entre nous, il y a des bons scénarios et des mauvais chez Lelouch. Bien Mais en sûr, tout cas, bien la sûr. caméra, elle est viscérale. Bien La sûr. caméra, elle est là. Et Ouais, sa ouais, ouais, caméra, elle a influencé des ralentis, des accélérés, des trucs incroyables. Oui, évidemment, les Asiatiques, ils sont très pratiques. Si vous leur dites, votre cinéma, c'est du Méliès ou c'est du Lumière, ils vous demandent quelle réponse vous voulez. Et puis, ils vous la donnent. Ils n'en ont rien à faire. Mais vraiment, je pense qu'on est actuellement dans une dérive cannoise. C'est-à-dire qu'à Cannes, des fois, des grands films, genre James Gray, tout ça, qui étaient quand même des films importants et tout, on disait, mais c'est un polar. Ben oui, s'il n'y avait pas eu Rician et Tavernier, jamais on n'aurait sélectionné à la quinzaine Scorsese pour son premier film. Et s'il n'y avait pas eu Rician, il n'aurait pas été sélectionné à Cannes.
Et à ce moment-là, il a été couronné. Mais au départ, on a dit, c'est des polars. La vieille idée, ça ne peut pas être bien. Or, on vénère tous, y compris ces gens-là, la grande époque, Casablanca et tout ça. C'était des Et grands les films. Melville, et les Melville. Voilà. Ça, c'est des grands films, tout Bah court. ouais. Mais les autres, c'est du cinéma de genre. Mais Ouais, genre ouais, quoi? ouais. Genre quoi? Moi, je pense que maintenant, il y a effectivement une bande dessinée de genre et que la bande dessinée réaliste dans son ensemble, en mélangeant un peu les torchons et les serviettes, est considérée comme une bande dessinée de genre par rapport à une bande dessinée d'auteur qui dessine pas forcément bien, Pardon, quels auteurs? raconte un problème Cite-moi, quotidien. cite, pardon, citons des auteurs de romans graphiques. Il y en a combien là? J'en vois pas beaucoup à l'horizon. Hein. À Ah part le bah, fait que c'est extrêmement mal dessiné, je suis désolé. Mais moi, ah bah, je vois zéro fond. Zéro fond. Il y a très peu de choses sauf quand tu étales ta maladie et que voilà, tu dégueules ta pauvre vie sur 500 pages en noir et blanc en disant je suis malheureux, là, d'accord, on a le droit à toutes les louanges, mais c'est quoi sinon? Moi, je suis désolé, moi, je mets dans Sommet du Monde, j'ai mis beaucoup plus d'auteurs que dans n'importe quel autre roman graphique. Je me sens absolument pas. Tu vois ce que je veux dire? Or, le Sommet du Monstre, on le lit pas parce qu'il y a du dessin fort. Il faut pas que le dessin soit fort. oui, Les gens ne savent pas ce qu'est un dessin. oui, mais les dernières bandes dessinées, j'allais dire, personnelles, autobiographiques que j'ai vues, ça a été La jeunesse de Baru par Baru, qui est vachement Monsieur bien. Barru, il n'a plus rien à prouver. Barru, c'est un Voilà. très grand Et déjà. puis là, c'est l'autobiographie de Baudouin, on va dire, qui est pas Pareil, il n'a rien brillant, à on prouver va non dire plus. encore un Baudouin. Mais non, Baudouin, non, il parle de lui, il a toujours parlé de lui. Et Et là, il le fait facto. Il a ouais, 4 ans très et bien. tout ça. Très Et bien. le nombre de romans Mais on graphiques, en parle de ces bouquins? Non, on n'en voit pas. ben Moi, je non, vois, on n'en non, parle il n'en pas. a plus besoin, comme on dit. Ouais. Voilà, il n'en a plus besoin. Mais moi, les nombres de romans graphiques que j'ai reçus, on me dit, c'est une jeune auteure qui a eu des difficultés. Ah oui, en général, il faut un problème social et sociétal, sinon ça ne marche pas. C'est Voilà, ça le problème de la critique voilà. d'aujourd'hui. Alors, ça me fait penser aux cartes postales peintes avec la bouche et les pieds. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que si elle était aveugle, ce qui en dessin est très difficile, ça serait encore mieux. Et on Mhm. tombe dans les travers de films à Oscar, d'ailleurs, qui ont été faits par des gens qui avaient des handicaps forts. Qu'un handicapé, il y en a beaucoup d'handicapés, on est tous handicapés, nous, d'une manière ou d'une autre. Hein. Les artistes, on est tous handicapés. On a tous un manque qu'on comble Oui, toutes les oui, autres. mais bien sûr, bien sûr, bien Hein. sûr. Le handicap, il peut être là. Hein. Sinon, on ferait peut-être autre chose. On a besoin de combler quelque chose, d'apporter quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est une maladie mentale, mais une maladie mentale qu'il ne faudrait pas soigner. Ce n'est pas la peine. Hein. On ne va pas rentrer dans la norme. Non, moi, je suis scandalisé par l'évolution des choses parce que c'est le cinéma qui a commencé à être comme ça. Maintenant, c'est la bande dessinée où je vois d'excellents libraires qui me disent oui, ça et ça, j'en vends beaucoup au public. Ils parlent d'albums qu'on aime bien, là, comme ça. Mhm. Mais en ce moment, j'ai mis ça parce qu'il a eu des critiques formidables chez ce que j'appelle les incontinents perdus, les Inrocks, Libé, Le Monde. On va être d'accord. Et Télérama aussi, on peut dire. Et, et donc, Télérama aussi, pas mal. Télérama, voilà, c'est le quatuor. Alors, des Ouais. fois, on les a, nous. Moi, Hein. je les appelle les prescripteurs. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Ils sont prescripteurs, ils ont la science infuse, ils savent ce qu'il faut faire. Voilà. Ce Voilà. qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et ils se Mais trompent pour totalement, revenir évidemment. un tout petit peu en rétropédalage, il y a aussi un truc extraordinaire. Moi, je suis allé 2 fois avec Marc Caro et je crois, je ne sais plus quel était l'autre metteur en scène, peut-être Kounen, peut-être Caro à nouveau, proposer à l'avance sur recette de faire en film une fois Alice au Pays des Merveilles et une fois Peter Pan, avant que ça soit fait C'est par un... impossible, l'avance sur Eh bien, recette, oui, mais qui c'est un c'est que truc qui j'avais est en face? verrouillé. Moi, Qui je c'est connais que très bien j'avais le en système, face? c'est verrouillé. J'avais en face Bernard-Henri Lévy, puis Serge Julie, qui tous les deux m'ont dit c'est pas la peine, Disney l'a déjà fait. Non, mais on revient à ce qu'on disait au départ. Moi, je connais l'histoire de l'avance sur recette. C'est un système où il y a très peu d'élus, il y a énormément de demandeurs,
et les places sont vendues à l'avance sur le Oui. nom, sur le nom et sur la filmographie et sur le, comment dire, j'allais dire pas le genre, mais sur le réseau. Enfin, bah, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc moi, je sais comment ça marche. Donc voilà. Et c'est triste parce que moi, j'ai vu des gens que j'estimais se compromettre à entrer dans ce bal des hypocrites et des faux culs, quoi. C'est nul. C'est Oui. dommage. Mais en même temps, ça permet, malgré tout, de temps en temps, à des gens de faire des films. Ça aide, voilà. Mais voilà, Mais, c'est le. moi, je suis quand même assez optimiste sur l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que, par exemple, le monde du jeu vidéo a apporté beaucoup à une génération de dessinateurs, souvent asiatiques, mais pas seulement, et qu'ils ont fait des trucs formidables. Souvent, un nouveau support, que j'imagine pas, hein, un nouveau support provoque de nouveaux talents. Alors, Oui, oui, bien sûr. Mais j'attends ça va bouger, ça va bouger. Ça va bouger, ça forcément va bouger. bouger. Et puis aussi, il y a un truc qui fait, c'est que le truc extraordinaire dans la bande dessinée, par exemple, qui est un support pauvre, c'est pas comme un film. Il faut pas beaucoup d'argent pour faire un truc. Il faut du temps. C'est souvent des notions individuelles. On peut dire que Goscinny, Charlier, machin, ont fait pilote. OK. On peut dire que les trois oiseaux qu'on était moins Farkas ont fait métal. Et donc, des fois, on peut faire des choses en étant peu nombreux. Lancer un truc en étant peu nombreux, avec une économie qui paraîtrait ridicule au monde extérieur. Donc, il y a des possibilités. Actuellement, je dirais que ce qui est très curieux, c'est qu'il y a quelques auteurs maintenant qui ont la chance d'être considérés comme des artistes également, comme toi, comme Moebius, comme d'autres. OK. À l'autre bout, il y a des dessinateurs totalement sauvages, j'allais dire à la Olivia Clavel et autres, qui, dans un dessin visionnaire, ils sont toujours à la halle, je sais pas quoi, avec machin, et eux aussi vendent. Mais je dirais que ce dessin sauvage, un peu visionnaire, un peu même fou, j'y crois, parce que c'est un dessin brutal et brut. Le dessin réaliste, qui doit se donner les moyens de le devenir, j'y crois, c'est tout ce milieu qui ne me plaît pas. On est Ce d'accord. milieu qui n'existe pas. Ouais. Mais il faut donner, faut pas couper les ailes à ceux qui ont envie de s'envoler. C'est ça le problème. Il faut leur donner Voilà, le temps. Il faut leur donner le temps. il faut leur donner le temps. Alors, comme il n'y a plus de journaux, comme il y a plus. Moi, je connais des jeunes dessinateurs actuellement français qui vont faire leurs premières armes soit dans Linus en Italie, qui existe encore, soit dans Heavy Metal en Amérique. Et peut-être qu'à leur tour, ils vont découvrir que leur fameux numéro fuchsia, il passe pas, que leur petit trait très très fin, il passe pas. Et ils vont faire des progrès avant de se lancer dans un album. Parce que les premiers albums actuellement, j'en vois très très peu où le dessin est le même du début à la fin de l'album, mais pour des raisons horribles. C'est-à-dire que le mec, au départ, il ne sait pas du tout faire les ombres. Et puis en cours de route, il apprend. Puis à la fin, il les multiplie. Et s'il fait le deuxième album, le héros a changé de tête. Bon, c'est arrivé à Blueberry, c'est arrivé à des trucs, des vraies séries. Mais avant, le mec faisait un album souvent. Toi, tu arrives à la période glorieuse où on pouvait faire des trucs bouclés. Mais regarde les grandes séries qu'on a connues avant, comme Valérian ou Blueberry. On faisait un album ou deux, et si ça marchait, on faisait un troisième. Donc, ce n'était pas du tout la même idée. Maintenant, il y a des types qui débutent avec 5 albums annoncés. Bon, généralement, il n'y a que le 1 et le 2 qui paraissent. C'est pour ça que je crois que le pays actuellement le plus intéressant du monde, c'est toujours le Japon, parce qu'il publie des tonnes et que tout le monde en lit là-bas. Et c'est horrible à dire. Les dessinateurs les plus intéressants que j'ai vus récemment, c'est dans ce flot de comic book tout à fait médiocre, parce qu'il y a quand même encore un public suffisant. Ils sont 4 fois plus nombreux que nous. Et donc, il y a actuellement 2 ou 3 dessinateurs formidables qui surgissent dans le comic book et qui arrivent à gagner leur vie et qui produisent trop souvent. Il y en a un qui vient de mourir, qui était le meilleur de tous, qui s'appelle John-Paul Leon, qui était le successeur de Pratt, à mon avis, le successeur de On tout arrive ça. déjà au terme de on arrive au terme de cet échange. Malheureusement, c'est pas Oh sûr. là là, ça va trop vite, mon Inky. Des heures et des heures. Mais il va falloir conclure. Donc, je vous remercie beaucoup parce que c'était vraiment un échange passionnant. Mais on peut. Non, mais c'est des choses qui peuvent se refaire
sûr. Attends, je trouve que c'est vrai que des liens c'est toujours intéressant, hein, parce que c'est vrai qu'on est un peu. Intéressant. Et j'aurais voulu te demander ce que tu pensais d'une apparemment reparution de Métal Hurlant. On va finir par Alors j'en pense rien. J'en pense rien. Très bien. J'en pense rien parce que j'ai vu la couverture. Bon, Ouais. ok, je sais qu'il y a un rédacteur en chef et 4 sous-rédacteurs en chef. Donc, il y en a que j'aime bien, il y en a que je ne connais pas. Donc, j'attends de voir. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Eh bien, merci. Merci à tous les deux pour Merci. échange très riche. Jean-Pierre, ça m'a fait très, très plaisir. Moi Super. aussi. Mais Mais bon, on on va continuer ces vite. échanges. Ouais, Et absolument. merci On à parle tous vite, oui. qui nous ont regardés et qui ont posé leurs questions aussi. Merci à tout le monde. Merci. On a été franc du collier, je pense. Ouais, on a dit ce qu'on pensait. Merci à tous les deux. Il Au faut être revoir. comme ça.